Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette émission Le Mag qui vous emmène aujourd'hui dans l'univers du dessin de presse avec une initiative pour le moins originale. Vous allez voir, notre invité consacre une bonne partie de son temps à expliquer à quoi servent les dessins et autres caricatures dans les prisons. Dans quel but? Il vous explique tout dans un instant. Comment comprendre un dessin de presse? À quelles règles répond-il? Quelle est son essence? Quel avenir pour cet art meurtri, vous le savez, depuis les attaques terroristes de Charlie Hebdo? Comment aborder tous ces sujets ô combien délicats, importants à l'école? Là aussi, on pose toutes ces questions à notre invité dans quelques minutes. Alix, oui, la loupe. Je vous parle d'une école de dessin de presse en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est dans 10 minutes. À tout de suite. Bonjour Lodi Marachescu. Bonjour. J'ai bien prononcé? Très bien. Oh, je suis bon. Tu as des petites notions de roumain comme ça, c'est bien. Dessinateur de presse, lauréat de la 2e édition du prix Charlie. Exactement. 2021. 2021. Déjà 3 ans, mon cher ami, membre de l'association à Dessiner, Créer, Liberté. Exactement. C'est quoi cette assoce? C'est une association qui a été créée et fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme en 2015, qui a pour origine en fait une série de dessins qui a été envoyée à la rédaction, qui a été attaquée, où des dessinateurs, des journalistes en fait ont perdu la vie suite à une attaque terroriste. Bien sûr. Et face à le trauma en fait de ce moment-là, des jeunes en fait sous l'impulsion de professeurs ou alors des parents ou même d'initiatives personnelles ont décidé de faire des dessins, prendre une feuille blanche, un crayon à feutre et de réaliser des dessins et de les envoyer à la rédaction de Charlie Hebdo. Et la rédaction les a compilés? Exactement. Il y a des membres de Charlie Hebdo, de SOS Racisme et d'anciens membres aussi de Charlie Hebdo qui sont réunis pour pouvoir classer en fait tous ces dessins, essayer de trouver des thématiques en fait qui se recoupaient dans toute cette série de dessins. Et un module pédagogique a été monté pour pouvoir. Je vous montre en même temps, effectivement, j'en profite effectivement. Le hashtag Je dessine, des textes signés Boris Cyrulnik et tous ces dessins qui sont compilés dans ce magnifique ouvrage. La jeunesse dessine pour Charlie Hebdo après le 7 janvier. T'as passé combien de jours en prison? Alors, j'ai combien de jours? Le mec, comment ça commence l'émission? Très bien, très bien. Combien de jours j'ai passé en prison sur l'année 2023? On a avec l'association, donc on est une petite brochette, on est très peu, mais on a passé effectivement quelques jours en prison dans le cadre de parcours pédagogiques pour pouvoir justement parler de caricature, de liberté d'expression, de liberté de la presse avec des détenus. Donc voilà, pour expliquer le dessin encore une fois et surtout parler de thématiques. Et qu'est-ce qui a motivé justement le début de ces rencontres? Pourquoi aller à la rencontre des prisonniers? Parce que je pense que c'est quelque chose qui s'applique à la fois en prison et aussi dans d'autres types de structures, avec d'autres types de publics. Il y a toujours un besoin en fait de parler de sujets qui sont considérés comme sujets tabous. Donc on imagine qu'effectivement des personnes qui sont en prison vont avoir disons tendance à être un petit peu plus agressifs ou colériques, etc. Pas forcément, mais il y a quand même une sorte de besoin en fait de s'exprimer, d'exprimer des choses, parler en fait de sujets de société. La particularité en fait de la prison, c'est qu'effectivement on va peut-être cibler aussi des thématiques qui sont en lien avec soit les peines ou alors avec de près ou de loin la question de la violence, en fait la gestion de la violence. Et nous, on a décidé de le faire par le biais du dessin. Donc à la fois comprendre comment et ça marche, ça marche très bien. Donc ça marche. En fait, on sait quand ça fonctionne, quand il y a la possibilité en fait d'un débat clair, posé, où on accepte en fait les positions de l'autre sans pour autant qu'elles soient les nôtres, en fait. Et aussi quand en fait on voit qu'il y a des détenus qui en fait n'hésitent pas à parler de leur expérience ou alors de leur ressenti, de leur gestion de violence. C'est-à-dire que c'est un outil, le dessin de presse au final, ou le dessin tout court, qui vous permet au sein de l'association d'établir le lien, de se connecter avec le prisonnier sans le braquer. Exactement. Ça vous laisse le temps de vous expliquer? Exactement, c'est ça. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que le dessin, ce soit à la fois le sujet principal en fait, des interventions, parler du dessin de presse, de la caricature, comment ça fonctionne, et que ce soit aussi un prétexte pour pouvoir justement engager de la discussion. Et engager de la discussion sur des sujets qui sont communs, mais aussi des sujets qui sont complètement personnels, en fait. Et on arrive à déconstruire, du coup, l'idée qu'a peut-être le détenu, je dis bien peut-être, pas forcément, sur le dessin. Exactement. Sur la caricature. Sur la caricature, ça a tendance à faire... c'est un peu un gros mot, en fait. Ça fait tilt, on en voit là. Que, effectivement, quand la question de la caricature, en fait, on y associe beaucoup de choses qu'on ne sait pas, ou alors, effectivement, des a priori. Et en fait, une fois qu'on rencontre ce que c'est, qu'on la pratique aussi, et ben, on s'y retrouve piégé, puisqu'en fait, on commence à l'aimer. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et l'affaire Charlie Hebdo, ça reste un point de crispation central? Alors,
sur les publics qui vont être un petit peu plus, je dirais âgés, l'âge du plateau, disons, il y a... Non, c'est gentil, mais non. C'est quelque chose qui est toujours, qui est toujours d'actualité. En fait, quand on dit qu'en janvier prochain, janvier 2025, ça va faire 10 ans, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? En fait, c'est 10 ans qui se sont passés. Pour des publics plus jeunes, donc je pense aux collégiens aujourd'hui, ils ont pu ce raccord-là, en fait, qu'il pouvait y avoir il y a quelques années encore. Ou alors de se dire que l'attentat de Charlie Hebdo, c'est quelque chose qui était hier, ou alors des souvenirs, en fait, qui sont liés à ça. Il y en a très peu. Et dans tes séances en prison? Toujours. Enfin, globalement, en fait, vous y revenez toujours à un moment? Toujours. En fait, on y revient toujours, puisque la posture qu'on va avoir, nous, au sein de l'association, c'est de présenter toujours, et commencer souvent par ça, la création de l'association. C'est-à-dire que on a été créé par SOS Racisme. Qu'est-ce que c'est le racisme? Comment en fait, est-ce que c'est quelque chose qui est légal ou pas? Donc on déconstruit aussi ces choses-là. On marque, si vous voulez, déjà d'emblée en fait la question, les limites en fait de ce qui est possible de dire ou pas, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on a le droit de dire, la notion de droit. Et aussi on parle effectivement de Charlie Hebdo en disant qu'est-ce que vous en savez, etc. Donc là après on raconte. Et alors justement comment vous l'abordez cette notion de limite? Limite, c'est une donnée légale en fait. C'est quelque chose qui est inscrit dans les textes de loi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de dessiner aussi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'écrire. Pourquoi? Et en fait, les raisons sont très simples. Tous les paramètres, en fait, que ce soit l'appel à la haine, que ce soit l'apologie du terrorisme, ou que ce soit effectivement du négationnisme, ou alors ce genre de choses, de l'injure publique aussi. En fait, tous ces paramètres, ils ont une donnée qui est commune, c'est la mise en danger de la personne physique, d'une personne physique ou d'un groupe physique, en fait. Une mise en danger qui peut donner lieu à la mort, en fait. Donc, ces choses qu'on n'a pas le droit de dire, elles sont inscrites dans la loi uniquement, effectivement, pourquoi? Pour protéger les individus. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on étudie en fait les choses, que ce soit du dessin ou alors des textes ou alors des mots, des idées, pour savoir si effectivement elles sont dans le cadre dans le cadre légal, ou alors effectivement si elles sont en dehors de ça. Quand on aborde effectivement le sujet de la caricature, l'idée c'est pas de dire que toutes les caricatures de toute l'histoire en fait sont acceptables et qu'on est là pour les défendre. Non, justement, c'est justement avoir des outils méthodologiques, pédagogiques pour pouvoir comprendre en fait réellement ce que veulent dire des dessins, pour pouvoir désamorcer aussi des a priori sur un dessin que je pensais outrancier en fait ne l'est pas parce qu'il est de mon côté, parce qu'il pense exactement la même chose que moi je pense, et à l'inverse certains dessins effectivement, on pense par exemple à la caricature antisémite ou alors toute l'imagerie et les dessins pro-colonialisme etc. qu'on peut avoir au XXe siècle, qui là pour le coup fabrique en fait d'une part une stigmatisation, une essentialisation et aussi en fait de la violence et de la haine. Je reviens à l'univers carcéral. Combien d'interventions tu nous as dit déjà en 2023? En 2023, on a fait 45 interventions et c'était 8 parcours. Donc on fait des parcours. Tu appelles parcours du coup? Parcours, c'est en fait une série, disons une session en fait de plusieurs séances. Donc plusieurs séances qui se suivent ou alors qui sont égrenées à l'année. Ce qui est pédagogiquement le plus intéressant parce qu'en fait on a vraiment le temps de construire quelque chose avec un groupe, un suivi et surtout d'avoir en fait une forme de lien et aussi d'avoir une forme de confiance aussi avec les participants qui puissent se sentir libres. Parce que quand même, ça aurait été un peu le comble en fait de ne pas se sentir libre de pouvoir dire ce qu'on veut dans un atelier qui prône la liberté d'expression. Donc effectivement qu'ils puissent sentir réellement en fait cette possibilité de pouvoir s'exprimer librement et sans jugement et sans a priori. Toi, tu as une appréhension à chaque fois, donc on ne l'a pas précisé, mais tu as intervenu donc, un certain nombre de fois dans 4 établissements différents, pénitentiaires différents, c'est ça? Exactement, avec ma collègue Agathe André, qui est la fondatrice de l'association. Et ça se passe comment à chaque fois, quand on pénètre dans cet univers qui est véritablement à part? Quand tu les retrouves, ils sont sur leur garde, ils sont tout de suite intéressés, il y a une espèce de round d'observation, comment ça se passe? C'est toujours impressionnant en fait, de rentrer effectivement dans une prison. Il y a beaucoup de portes, voilà. Mais une fois qu'en fait on passe les portes, à un moment donné, et qu'on commence à parler, discuter avec les détenus, en fait il y a quelque chose de l'ordre de la normalité qui s'installe. C'est-à-dire que on engage la discussion et certains détenus disent en fait on n'a pas l'impression d'être en prison parce qu'on était en train de discuter et nous pareil effectivement on a oublié les 11 ou 15 ou 27 portes qu'on a passées et l'idée c'est justement de créer cette chose là pour pouvoir que la parole circule. Et
À quoi ça ressemble ces parcours? Est-ce que c'est comme ces fiches d'accompagnement pédagogique que vous utilisez au sein de l'association justement? Mais ça c'est plus dans les écoles, j'imagine? Effectivement, ça fait partie effectivement des outils qu'on met à disposition, qui sont utilisés dans le cadre de parcours, que ce soit dans le milieu scolaire ou alors que ce soit dans le milieu socioculturel, que ce soit milieu justice et prison carcérale. On co-construit toujours en fait les programmes et les thématiques qui vont être abordées avec les référents, les éducateurs. Nous, l'idée c'est de ne pas plaquer en fait et de ne pas obliger, de ne pas contraindre en fait d'une certaine manière les actions qu'on va mener. L'idée c'est de co-construire de manière sur le plan thématique en fait toutes ces actions-là avec les référents, les éducateurs, les profs. Ouais. Donc, voilà. Tu avais quel âge toi au moment de l'attaque de Charlie Hebdo? J'ai 18 ans. Tu avais 18 ans et tu dessinais déjà? Un petit peu. Un petit peu? Ouais. Et c'est cet événement? Je pense que oui, effectivement. Je pense qu'effectivement, il y a toute une partie de la jeunesse ou alors de jeunes dessinateurs qui effectivement ont été marqués par cet événement-là et qui se sont dit quoi? Qui se sont dit peut-être que je pourrais essayer de dire ce que je pense, mais par le biais du dessin. Donc là, on commence déjà effectivement à rentrer dans la caricature et le dessin de presse. À l'image de tous ces enfants qui ont dessiné dans cet ouvrage, toi aussi, tu t'es mis à beaucoup dessiner à ce moment-là. Et à quel moment tu t'es dit que tu voulais en faire un métier et que tu voulais te former? Ça allait très vite après. Oui, exactement. La fac est arrivée. La fac est arrivée, donc on profite. La fac est arrivée. Du temps. On profite effectivement on profite de ces moments où on est au café pour pouvoir justement dessiner un petit peu, et en fait on s'intéresse davantage à l'actualité. Un dessin de presse et une caricature, ce qu'on dit aussi dans les actions, c'est pas juste une personne qui se lève le matin et qui prend un café et qui décide de faire un dessin qui va taper un politique, une personnalité ou un sujet. En fait, l'idée c'est qu'il y ait une vraie réflexion et qu'on étudie effectivement l'actualité, les choses qui se passent, et qu'on s'interroge sur ce qu'on pense réellement. C'est ça l'idée. Ouais, une démarche journalistique. C'est journalistique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est que le dessin de presse et la caricature, c'est un genre journalistique. Et ça s'inscrit en fait dans un processus et dans une réflexion journalistique. Les dessinateurs, c'est pas juste des gens qui peuvent faire des blagues rigolotes ou alors qui peuvent être corrosifs ou corrosives, mais l'idée c'est vraiment de s'intéresser à l'actualité et peut-être contrairement à un article, de dire moi sur ce sujet-là je pense ça. Je me positionne comme ça, c'est sur cette personne-là que j'ai envie de taper aujourd'hui, ou alors de critiquer, ou alors quelle idée j'ai envie de remettre en question. Et c'est toujours une interrogation en fait personnelle, individuelle, et qui en fait se matérialise par le biais du dessin. Comment on décrypte un dessin de presse? 4 étapes. Il y a une recette magique. Donc effectivement, ça paraît presque, je dirais scolaire, mais en fait ça l'est. Quand on a une forme d'incompréhension face à un dessin, il y a des dessins qu'on peut comprendre, qu'on pense comprendre très rapidement. Donc parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais il y a 4 petites questions en fait à se poser, et c'est des questions qui sont les plus classiques. En fait, on fait une observation en fait du dessin, uniquement de voir en fait ce qu'on peut voir dans le dessin, c'est-à-dire quels sont les éléments qui sont dessinés, est-ce qu'il y a de la couleur, est-ce qu'il y a du texte. On fait vraiment une description pure et dure en fait du dessin. La deuxième question qu'il faut se poser, et donc là on revient sur le côté journalistique ou alors contextuel, c'est à quoi ça fait référence. Un dessin de presse, soit il fait référence à une thématique d'actualité, ou alors il fait référence à un sujet d'actualité très frais, comme on peut voir dans le journal le matin. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut se poser la question de mais qu'est-ce que veut dire le dessin? Quel est le message qui a été caché par le dessinateur? C'est comme un jeu de piste d'une certaine manière. Ou alors même un collégien une fois m'a dit mais en fait ça fonctionne exactement comme une devinette. On nous pose une question, on est obligé d'y répondre en réfléchissant. Et la dernière étape, c'est celle que nous on préfère, souvent les jeunes ils aiment pas trop, c'est donner son avis en fait. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, qu'on a essayé de comprendre au maximum le dessin, on donne son avis sur à la fois le propos et le dessin. On a le droit de pas aimer, on a le droit d'être en désaccord avec le dessin et de le trouver beau, on a le droit de trouver un dessin complètement laid ou moche, pas réussi, mais en même temps d'aimer beaucoup le message qui est caché derrière. Mais en tout cas, savoir expliquer pourquoi et être capable en fait de manière raisonnée de dire ce qu'on en pense. Et toi, il y a un sentiment que tu aimes provoquer chez les gens en particulier? En tant que dessinateur ou en tant que membre? En tant que dessinateur. C'est peut-être peut-être
simplement le moment de regarder quelque chose de joli et en même temps de se dire il y a quelque chose qui cloche, s'interroger. Je pense que ça fonctionne de cette manière-là, en fait, de manière globale sur le dessin de presse. C'est toujours une forme de coup de poing dans la figure, quoi, si on reprend les expressions consacrées, mais quelque chose qui doit pousser à la réflexion, en fait. Pour autant, il y a des pattes d'un dessinateur. Exactement. Oui, c'est ça. Je dirais que la tienne, c'est laquelle tu la définirais comment? Peut-être un peu maniaque. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc, si j'ai bien compris, n'importe quel dessinateur ne peut pas s'improviser dessinateur de presse, au final. Non, parce que je pense que ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais n'importe quelle personne en fait pense quelque chose de manière personnelle, individuelle. C'est juste un travail de réflexion de comment on met ça en forme, en fait. Et c'est ce qu'on fait dans les classes quand on fait des ateliers. On les initie. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est les rectorats ou certaines classes, certains professeurs, pourquoi pas des profs d'histoire géo, qui vous contactent là aussi? C'est ça. Soit on rentre en contact avec effectivement des professeurs qui veulent mettre en place des projets pédagogiques. C'est aussi des professeurs avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et l'idée, c'est de monter, comme on l'évoquait, des parcours, en fait, quelque chose qui peut être pertinent, intéressant pour les élèves, puisqu'en fait, on n'est pas là juste on n'est pas là pour nous, on est là pour les publics et pour les participants. Donc voilà. Donc c'est un mélange à la fois d'appropriation de ces codes et de cette méthode pédagogique pour pouvoir comprendre ces dessins qui, le plus souvent, en fait, sont rencontrés sur Internet, sur les réseaux, quand ça buzz. Et aussi, en fait, de les faire pratiquer le dessin, de les transformer d'une certaine manière en dessinateurs et dessinatrices de presse pour pouvoir qui mettent en scène, en fait, leurs propos personnels. On commence par quoi, justement, ce type de séance avec les élèves? On commence tout de suite par le dessin, assez rapidement ou Assez rapidement, ouais. Mais globalement, il faut une base, en fait. Il faut une base qui est à la fois une base de savoir décrypter, regarder un dessin. Et, ils ont préparé un petit peu en amont avec le professeur ou pas forcément? Pas nécessairement. L'idée, c'est aussi d'avoir les publics qui sont le plus frais possible, dans le sens où il y ait le moins d'a priori, le plus d'a priori presque à déconstruire. L'idée, c'est de leur dire qu'ils ont le droit d'avoir en fait des idées reçues et de dire ce qu'ils pensent initialement sur la caricature ou le dessin de presse. Et après, en fait, on discute. On a le droit d'être en désaccord sur certaines choses, dire le dessin de presse ça se fait pas, ou alors c'est un manque de respect, ce genre de choses qu'on entend. Mais ils ont le droit de pas aimer aussi le genre ou l'humour même. Mais donc là on leur pose la question, est-ce que vous aimez rigoler? Globalement tout le monde dit oui. Il y a très peu de personnes qui disent qu'on n'aime pas, ne pas aimer rire. Mais voilà. L'idée étant qu'ils se sentent libres en fait de pouvoir dire. Mais assez rapidement j'imagine que certains doivent dire on peut pas rire de tout. Et c'est là que le débat est enclenché. Exactement, c'est ça. Et en fait, on peut pas rire de tout. Donc après, il y a différents types de sujets en fait qui sont thématiques en fait, qui sont concernés en fait là-dessus. Mais je dirais que c'est gagné en fait quand bien même une personne dit, un jeune ou pas, dit qu'on ne peut pas rire de tout, qu'à la fin en fait des séances, quand bien même on est en désaccord sur cette chose-là, on ait pu discuter et on serre une pince à la fin et en fait on était content de dessiner et débattre ensemble. Dessin de presse, savoir décrypter et débattre, ça fait partie justement de l'association Dessiner, Créer, Liberté. C'est encore un de vos nombreux outils pédagogiques gratuits, je précise, parce qu'il y a beaucoup de professeurs et de directeurs, j'imagine, qui vous contactent pour vous dire bon, on adore vos outils pédagogiques, ils sont magnifiques, mais on n'a pas forcément les sous. En fait, c'est gratuit. Il faut juste demander. C'est juste ça. Il faut juste demander. Et c'est composé de quoi? Alors, c'est un kit pédagogique qui a été réalisé par Agathe André, la fondatrice de l'association, et Séverine Théot, la directrice de l'association, où là, l'idée, c'est d'identifier en fait une série de thématiques, de sujets de société, de donner en fait aussi des fiches qui permettent d'acquérir des outils pédagogiques pour pouvoir soit mettre en place en fait des actions avec les élèves, ou aussi en fait pouvoir décrypter de manière générale le dessin de presse, savoir un petit peu ce que c'est aussi, quelques mots de vocabulaire, des dessins qui ont été aussi sujet de polémique et d'avoir en fait des réponses potentielles aux questions que se posent les jeunes dans les classes ou même ailleurs. L'idée c'est de mâcher le travail d'une certaine manière pour les professeurs et que ce soit un appui potentiel pour eux. Et d'emblée, vous leur présentez des dessins qui ont fait polémique, justement? Non, l'idée c'est effectivement c'est tout l'intérêt d'un parcours en fait pédagogique, c'est de se dire qu'au départ on veut
comment dire, instaurer une sorte de socle de commun en fait, à la fois de définition ou alors de tout le monde a choses. les mêmes outils. Exactement. Tout le monde, on a tous les mêmes outils pour ensuite progressivement aller sur des dessins qui sont où on va aborder en fait soit différents types d'humour. Donc quand on aborde l'humour noir aussi, quand on aborde en fait des sujets d'actualité qui sont très lourds aussi, qui sont proches aussi, de voir effectivement grâce à ces outils-là comment on peut aborder ces dessins qui sont dits polémiques. Voilà. Et souvent en fait tout ce... Mais l'humour noir, c'est souvent ce qui caractérise les dessins de presse. En fait, c'est un peu le dénominateur commun des dessins de presse. C'est ça. En fait, le dessin de presse, il va considérer qu'il n'y a pas de sujets qui sont pas de sujets tabous. Et notamment les sujets les plus tabous de la société, c'est les questions de la mort, en fait, ce genre de choses. Si on les traite, en fait, on les désacralise, on les généralise, et en fait, aborder ces sujets-là avec humour, c'est pas s'en moquer, c'est pouvoir en rire et en fait rendre la chose vivable d'une certaine manière. C'est ce qu'on leur dit à chaque fois. Quand vous avez un oral, vous devez passer en oral de français, que vous avez préparé votre truc, etc. À un moment donné, vous êtes devant la classe, vous avez un fou rire total. Et en fait, c'est incontrôlable en fait. On se fait gronder par le prof, mais c'est pas possible en fait. Et l'idée, c'est de dire que c'est exactement la même chose. Quelque chose de cathartique en fait pour pouvoir rendre les choses compliquées appréciables. On va essayer de garder notre sérieux. On ne rigole pas, c'est l'heure de la loupe. C'est avec Alix. Et si vous souhaitez apprendre le dessin de presse, ça tombe bien, Alix nous parle aujourd'hui dans sa loupe d'une école de dessin de presse. Oui, elle s'appelle l'école des Justins à Saint-Just-le-Martel en Nouvelle-Aquitaine. Cette école propose aux jeunes de 9 à 18 ans de s'initier au dessin de presse et à l'humour. Les cours se tiennent un samedi matin sur 2 à la Maison des Martellois. L'école des Justins propose une introduction à 3 concepts clés: la caricature, le dessin de presse et le dessin humoristique, avec un thème spécifique abordé chaque trimestre. À la fin, les jeunes créent un petit magazine autour de sujets d'actualité qui les inspirent. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à l'occasion du 43e Salon international de la caricature, du dessin de presse et d'humour, qui se tiendra le 27 septembre prochain, les élèves auront l'opportunité de rencontrer des dessinateurs professionnels au cours de 2 sessions spéciales. Et en juin, ils vont même pouvoir présenter leurs œuvres lors d'une exposition ouverte à leur famille et à leurs amis. Lodi, quel avenir tu vois pour le dessin de presse? C'est encore la cote en tant que métier auprès des jeunes? Je ne sais pas si ça a déjà eu la cote. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'assez marginal. Si on regarde d'ailleurs les profils de dessinateurs de presse et de dessinatrices de presse, il n'y a jamais eu une forme d'institution de ce métier-là. Ça a toujours été quelque chose qui regroupait en fait des marginaux, des esprits qui réfléchissaient. Quand on pense à Harakiri, voilà, quand on pense à Charlie Hebdo, Canard enchaîné, à tous ces titres-là, en fait, c'est des esprits qui sont électrons libres en fait d'une certaine manière. Aujourd'hui, je pense que effectivement, il y a une génération de jeunes dessinateurs et dessinatrices qui s'y mettent en fait au dessin politique, au dessin de presse ou même à la caricature. Il y a des nouvelles formes en fait aussi qui voient le jour. Quand on voit sur les réseaux sociaux des choses qui s'apparentent davantage à du détournement aussi, où il y a une sorte de mélange entre le mème et le dessin de presse. En fait, c'est de nouvelles formes en fait de dessin de presse et de dessin politique qui voient le jour. Et c'est fait aussi par des jeunes. En fait. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour pouvoir continuer à faire des blagues sur les sujets d'actualité, et c'est pas l'actualité qui nous donnera pas de sujet pour pouvoir en faire. Tu l'as dit tout à l'heure en préambule, tu l'as dit assez rapidement, mais en 2025 ça fera déjà 10 ans. 10 ans pour les attentats. Il y aura, j'imagine, un autre ouvrage. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, au sein de l'association? Est-ce que vous y pensez déjà, de tout ce que vous souhaitez faire et mettre en place justement pour faire rayonner le dessin de presse et la caricature? On va continuer en fait cette année, on va continuer à faire ce qu'on a fait, et ce que les collègues ont fait depuis 2015, c'est-à-dire être dans des classes, rencontrer des jeunes, parler, en fait, faire découvrir aussi ce genre-là. Donc on y sera dans les classes toujours. On prévoit aussi peut-être
petite surprise, on verra plus tard. Mais, on ne veut pas tout déflorer. On prévoit aujourd'hui aussi, surtout, en fait, de créer de nouveaux outils. En fait, continuer à être un support comme on peut pour à la fois les éducateurs, les profs, en créant des outils qui permettent de parler de thématiques différentes, en fait, avec les jeunes. Donc, vos outils sont puissants et c'est vrai qu'il y a bon nombre de fiches d'accompagnement pédagogique. Vous avez aussi parlé effectivement de ces kits, qui est que effectivement vous pouvez encore une fois contacter l'association pour les obtenir. Aujourd'hui, concrètement, l'association a besoin de quoi ? Elle a besoin de... Vous êtes 3 salariés. On est 3 salariés. Le but, c'est de grandir au vu de la demande, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes. Exactement. Il y a beaucoup de demandes. L'objectif, je pense, de l'association, c'est de continuer à faire ce qu'on fait depuis des années. Et puis, c'est aussi peut-être se développer. Donc, c'est-à-dire répondre à des nouvelles demandes, en fait, qui s'apparentent à des nouvelles thématiques ou alors des nouveaux enjeux qui sont aujourd'hui. Donc, par exemple, la question des écrans, par exemple, ou la question, en fait, d'Internet ou alors du digital. C'est des choses qui sont omniprésentes, en fait. Et je dirais malheureusement, en fait, il y a des sujets aussi qui sont toujours d'actualité au sein de la société, chez les jeunes. Donc il y a toujours des questions de sexisme chez les jeunes dans les collèges, il y a toujours des questions d'homophobie, il y a toujours des questions de racisme. Sur le harcèlement, vous faites beaucoup de choses aussi. Ouais, exactement. On a monté un module thématique, du coup. Donc c'est une série de dessins qui ont été réalisés par des jeunes dessinateurs et dessinatrices du collectif qu'on a initié avec l'association qui s'appelle Marge. Donc c'est un regroupement de jeunes dessinateurs. Marge, M-A-R-G-E. Exactement. D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est de faire on a proposé une série de l'année dernière, une série de dessins qui aborde différents aspects, en fait, de la question du harcèlement scolaire pour pouvoir que ce soit affiché, en fait, dans les CDI, dans les écoles ou peu importe, en fait, et que ce soit des éléments des points de départ, en fait, de discussion. C'est-à-dire comprendre comment on lit un dessin, capter, en fait, quel est l'enjeu et quel est le message qui s'y cache derrière, et ensuite pouvoir engager une discussion, une réflexion chez les jeunes. Donc voilà. On aborde tout. Est-ce que toi, il y a une thématique que tu préfères par-dessus tout quand il s'agit de prendre le crayon ? Là, ça reste la politique ou ça va paraître un peu obligatoire parce que je suis ici, mais c'est les questions d'éducation, en fait. Moi, d'accès à l'éducation, voilà, donc je suis bien sur mon plateau. Mais sur les questions d'éducation, effectivement, on va avoir droit à une caricature, je te dis pas, ma chère Alix. On le voit pas venir comme ça. Je vérifie qu'il prend pas de stylo. J'ai enlevé tous les stylos, tous les crayons, j'ai tout enlevé. Ils sont dans ma poche. mais les questions d'éducation et les questions des questions plus sociales, en fait. Je pense que c'est aussi l'effet, en fait, de rencontrer beaucoup de jeunes. Comment tu les sens, toi ? En fait, je suis assez optimiste. Je suis optimiste, en fait, concernant les jeunes, et je suis inquiet et soucieux, je pense, comme beaucoup, en fait, des réalités, en fait, sociales qu'il peut avoir. On voit les effets, en fait, de la précarité, de tout type de précarité. On voit les effets, en fait, de la violence, en fait, chez les jeunes aussi, qui sont à la fois victimes de violence et en même temps qui peuvent être le sujet et les auteurs, en fait, de violence sans s'en rendre compte. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ça aille un peu mieux. Et on le fait en dessin. Merci mille fois. Merci à vous. Il faudra revenir. Il faudra revenir une fois. La prochaine fois, on dessinera, attention. On va faire des trucs. Merci beaucoup, Lodi. Lodi Maracescu, dessinateur de presse, lauréat de la 2e édition du prix Charlie. C'était en 2021 et membre de l'association, très belle association, Dessiner, Créer, Liberté. Et je rappelle encore une fois, tous ces kits, je vais me les mettre sur la tête. Voilà, ça c'est le logo. Merci beaucoup, les copains en régie. Et à tous les kits. Et des kits comme ça aussi, par exemple, avec la question de l'antisémitisme, pas antisémitisme, fiche d'accompagnement pédagogique. Il y en a plein. Je vous invite à les contacter et à aller bien évidemment sur leur site internet. Un grand merci à Lodi. Merci. Alix. À demain. À demain. Ciao.